Alors, souvent je dis un climate change is real, c'est-à-dire que maintenant vraiment, il faut se rendre compte que, tout ce qu'on voit, les dérèglements climatiques, tout ce qu'on voit à la télé, des tornades, des pluies, incessantes, des tremblements de terre, ça existe, c'est aujourd'hui. Moi, j'étais, depuis toute petite, sensibilisée, à la préservation de la nature, personnellement, enfin moi j'ai grandi, dans la nature, j'ai fait du scoutisme pendant 15 ans. Je suis une amoureuse de la nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai monté cette ferme durable. Je voulais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Si je vous parle d'écologie, de développement durable, et que j'y associe des mots comme growth, IA, automatisation, ça peut paraître un peu bizarre, ou peut-être surprenant. Heureusement, notre invitée du jour en a fait son expertise, et elle excelle dans sa verticale. Salut Alexia, Bonjour Jérémy, comment vas-tu? je vais bien. Ok, super. Écoute, déjà, je suis très content de te recevoir ici, au sein de Self Upgrade. Je pense que tu vas apporter beaucoup de valeur aux auditeurs. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu? Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille à la croissance. La croissance dans différentes dimensions. Une croissance durable autour des entreprises, entre autres de la green tech, puisque je travaille pour une plateforme de financement participatif spécialisée dans la climate tech. La croissance autour de la montée en compétences, puisque je travaille pour des écoles et entre autres, je suis responsable pédagogique. Et la croissance dans l'agriculture, puisque j'ai une ferme durable qui est aujourd'hui un peu un modèle témoin de transition pour montrer qu'il est possible de travailler une croissance au niveau de la terre, on va dire, plus respectueuse, je dirais, de l'environnement. Super, ça fait vraiment beaucoup de choses. C'est intéressant et en façon, on va revenir dessus au cours du podcast. Back in the day, la jeune Alexia, elle rêvait de quoi? Elle rêvait d'aider les autres, de partager. Elle rêvait de découvrir des cultures, des pays. Mais il y avait beaucoup de découvertes. Elle était très curieuse. Et, euh, et le partage a toujours été quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Voilà. Super. Tu commences ton parcours, si je ne m'abuse, dans la RP, dans le marketing. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté de l'expérience avec les autres, beaucoup de flexibilité, de l'ouverture aussi. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, savoir communiquer. Souvent, je dis, quand tu veux te mettre en avant ou tu veux parler d'un service ou d'un produit, il faut travailler ta visibilité, il faut donner envie d'avoir envie. Donc c'est vrai que quand tu as travaillé les RP, la communication, c'est vrai que c'est une très très bonne école pour finalement réussir à apporter le meilleur écrin et la meilleure, on va dire, proposition de valeur peut-être à ta cible, ton prospect. Alors c'est vrai, je parle peut-être de manière un peu technique, mais c'est peut-être une déformation professionnelle. Voilà, donc là-dessus, c'est vrai que j'étais à bonne école. Et aujourd'hui, ça m'apporte plus de facilité, on va dire, je pense, pour pouvoir vulgariser les choses, les montrer, communiquer, apporter de la visibilité de la meilleure manière possible. Voilà. Ok. Tu as parlé de climate change au début. Parle-moi de cette industrie. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif des boîtes dans cette industrie? Et pourquoi toi, tu t'y intéresses? Alors, souvent, je dis un climate change is real, c'est-à-dire que maintenant, vraiment, il faut se rendre compte que tout ce qu'on voit, les dérèglements climatiques, tout ce qu'on voit à la télé, des tornades, des pluies incessantes, des tremblements de terre, ça existe, c'est aujourd'hui. Moi, j'étais depuis toute petite sensibilisée à la préservation de la nature. Personnellement, enfin, moi, j'ai grandi dans la nature. J'ai fait du scoutisme pendant 15 ans. Je suis une amoureuse de la nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai monté cette ferme durable.
je voulais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice et être dans l'action. Moi, je suis vraiment une femme d'action. Parler, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Donc, ça me permettait, travailler pour la Climate Tech, ça me permettait vraiment de moi, d'apporter moi mon expertise. Parce en grosse marketing durable, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu travailles dans l'environnement et que tu travailles la croissance, c'est deux mondes qui fonctionnent très bien ensemble. Pourquoi? Le gros marketing, c'est une discipline tu pilotes la croissance avec la data. Quand tu travailles dans l'environnement et que tu essayes de le respecter, tu travailles sur l'impact. L'impact, ça se calcule. Donc, en fait, tout tourne aussi de la data. Donc, c'était finalement deux mondes qui devaient se rencontrer, que j'ai fait se rencontrer. En tout cas, c'est comme ça que ça prend du sens pour moi. Et c'était juste une évidence d'apporter mon expertise à la Climate Tech. Et aujourd'hui, c'est plus possible de ne pas faire quelque chose. Donc voilà, et puis aussi par des rencontres, puisque j'ai rencontré la fondatrice de cette entreprise qui s'appelle We Take Part, qui a partagé ce projet avec moi. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et je me sens très complète de pouvoir donner un peu de mon expertise et puis d'apporter un vrai, une vraie action en fait dans ce qui se passe actuellement, hein, qui est plutôt quand même il y a une prise de conscience autour de moi, parce que moi j'en parle beaucoup. On comprend que oui, il y a un problème, mais il faut vraiment agir. Donc le plus on sera à agir pour la planète, le mieux ce sera. Tu fais beaucoup de choses. Ouais. Ça s'appelle la multipotentialité apparemment. D'accord. Je sais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc C'est ce qu'on t'a dit. voilà. Ok. Alors, multipotentiel, je vois très bien ce que c'est. Donc, c'est quand effectivement déjà tu es intéressé par beaucoup de choses et que, au-delà de juste être intéressé par beaucoup de choses, tu es bonne dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu arrives en tout cas à avoir certains résultats ou autres, mais tu restes une seule personne. Comment tu gères le niveau de productivité? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir des équipes. En fait, dans tous les projets que je peux mener, je suis entourée. Et puis, je pense que si tu veux vraiment bien mener tes projets, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, j'ai la chance d'avoir des équipes dans chaque projet. Ensuite, cette discipline de grosse m'a énormément apporté aussi pour bien m'organiser dans tout ce qui est automatisation, outils de productivité, map mining. Et c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir faire un peu des bureaux virtuels sur tous mes projets, de m'organiser mentalement, de gagner énormément de temps. Moi, je travaille par bloc. Donc, en fait, à chaque fois que je prends un projet, j'essaye de le faire avancer au maximum. Et puis, je pratique aussi ce qu'on appelle le deep work. Donc, quand je me mets sur un sujet, je suis en mode avion. Donc, ça me permet d'être extrêmement productif. Ensuite, moi, j'ai la chance d'avoir un peu mes passions pour métier. Tu as toujours travaillé par passion? Alors, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Je suis très reconnaissante parce que j'ai toujours travaillé par passion dans des secteurs d'activité qui me faisaient vibrer. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le secteur du luxe. Et c'est vrai que c'est un secteur qui m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, tout ce qui est satisfaction client, importance du détail, expérience client, qui pourrait se retrouver aujourd'hui dans un parcours client, ça me parle. Ça me parle énormément. Quand on parle de croissance durable, c'est vrai que le sujet, en tout cas dans ce secteur de sustainability, de durabilité, ça fait très très longtemps qu'on le travaille. Donc en fait, finalement, mon chemin professionnel, il se complète. Et c'est vrai que j'ai oui, ce souci du détail par rapport à justement cette expérience passée qui a été quand même assez longue, où j'ai eu la chance de rencontrer des artisans, de pouvoir rentrer voilà, dans un monde de détails, d'attention, qui aujourd'hui continue à me porter et qui, je pense, a apporté un petit peu une différenciation à mon expertise, je pense. Ok. Voilà. Avant qu'on revienne sur la partie un peu technique, un peu digitale, etc., qui, je pense, t'anime beaucoup, une ferme durable.
Alors moi, j'ai hâte que tu m'expliques déjà ce que c'est, en quoi ça diverge d'une autre ferme peut-être classique. Déjà, explique-moi ça, avant que je commence à te poser d'autres questions, mais différence entre une ferme et une ferme durable. Alors, l'idée, c'est, de montrer qu'il est possible de, pratiquer une agriculture plus raisonnée, heu, qui, en fait, pense, différemment, qui s'organise différemment. En fait, c'est tout un c'est un projet global. C'est pas seulement, un type de plantation, c'est pas seulement un type de technique. C'est, aussi aller travailler de l'innovation. C'est aussi, un état d'esprit. C'est aussi travailler l'économie circulaire. En fait, c'est vraiment travailler, la durabilité en 360 degrés dans la nature. Donc que ce soit pour les matériaux qu'on va utiliser, que ce soit pour, le une peut-être, aujourd'hui aller, privilégier des fruits et des légumes qui sont moins gourmands en eau et qui, sont plus nutritifs. Donc il y a aussi cet aspect-là. Hem, Ne pas tout le temps aller chercher la performance, d'accord? Parce que durabilité peut rimer avec performance, parce que souvent c'est une question qui revient, mais aussi quelquefois, en fait, juste laisser faire la nature, parce qu'en fait, ces dernières années, on l'a un peu trop forcé. Je parle souvent de l'ananas. L'ananas, hein, c'est, un fruit qui va, se grandir avec l'induction d'une fleur. Donc en fait, c'est une fleur, qui naturellement va s'ouvrir et en fait, pour que ce soit plus productif, parce que ça prend beaucoup de temps, hein, de faire, pousser un ananas, hein, c'est presque 1 an et demi. Donc si on veut gagner un peu de temps, on va forcer la nature, avec, ben, une technique, une hormone en fait. Bah, pourquoi ne pas aujourd'hui juste laisser les ananas pousser comme ils veulent? Voilà. Et ça arrive on va dire, à cette tendance d'être plutôt dans le slow quoi. Slow luxury, slow agriculture, slow life. Arrêter de courir après les choses. Donc voilà, c'est tout un mouvement en fait, cette ferme durable. C'est une ferme témoin, mais ce que je veux vraiment que les personnes comprennent, c'est que c'est un modèle en 360 degrés. Voilà, c'est pas juste une technique, c'est un état d'esprit, c'est faire venir l'économie circulaire, c'est-à-dire si on doit récupérer des objets et les réutiliser dans la ferme, tout le monde est bienvenu. C'est avoir un esprit de partage aussi. Moi, j'ai eu la chance de grandir aux Antilles, de grandir en Martinique, et surtout d'être issu d'un grand-père et d'une grand-mère qui étaient tous les deux agriculteurs. Ce qui fait que le mercredi, en réalité, je me trouvais dans des champs, en train de... Alors, je ne sais pas comment on dit en français, en créole, on dit sec les jardins, ça voudrait dire en fait faire des... Un peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est faire des... Un peu essayer d'organiser le jardin, si je puis dire. Et donc, du coup, l'agriculture, en tout cas très jeune, parce que je le faisais vraiment très tôt, puis ils avaient aussi des animaux, etc. Ça m'a appris une qualité qui, pour moi, en tout cas, je l'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est la patience. C'est-à-dire que j'ai appris qu'en fait, on a beau être pressé, on a beau vouloir la performance, etc. Évidemment, dans nos métiers aujourd'hui, c'est ça, mais que il faut donner le temps aux choses, et que les bonnes choses prenaient du temps. Ma question pour toi aujourd'hui est la suivante. Cette ferme durable, qu'est-ce qu'elle t'apporte en termes de leçons, en termes d'apprentissage, à la fois peut-être sur toi-même, peut-être sur la nature? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu l'as depuis combien de temps d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. Alors, ça fait 1 an. D'accord. J'ai repris en fait des études, hein, parce que moi, j'aime apprendre avant d'entreprendre. Donc, j'ai repris des études d'agriculture et puis ensuite, le temps de trouver un terrain. C'est très difficile de s'installer en tant qu'agricultrice, faut le savoir. Donc, ben, depuis l'année dernière, j'ai la chance, d'avoir pu ouvrir, hein, cette ferme et ce que ça m'apporte, bah, alors ça m'apporte beaucoup de satisfaction. En fait, souvent, il y a un endroit que j'adore à la ferme, c'est, ce que j'appelle la nurserie. C'est là où il y a tous les petits bébés, en fait, qu'on les fait pousser, les plants qu'on va ensuite, ben, justement, planter. En fait, c'est finalement réussir à voir que quand tu sèmes une graine, heu, voir, tout son processus de développement, t'en occuper. Bah, tu parlais de patience complètement et en fait, c'est vraiment cette satisfaction que tu as derrière de, voir le fruit de ton travail, en fait. C'est pour moi, ça, c'est ce qui vraiment me fait vibrer et me dire qu'en plus,
on l'a fait en respectant la nature, là, c'est le vrai cadeau, quoi. Donc ça m'apporte beaucoup. Ensuite, finalement, tout ce que je fais, hein, ça a beaucoup de sens et ça résonne parce que quand, tu es agriculteur, finalement, tu as 40 chances pour, faire pousser quelque chose. C'est pas beaucoup 40 chances. Par contre, tu vas faire des tests et finalement, en grosse marketing, tu fais la même chose. Tu fais des tests, tu itères et donc mon travail d'agricultrice, ben, je le retrouve aussi dans mon travail en grosse marketing durable puisque en fait, on teste. Donc ça, c'est aussi la nature qui se challenge et comment tu vas faire pour pouvoir mieux la comprendre. On pourrait aussi faire un parallèle avec des personas que tu vas interviewer où tu vas essayer de les comprendre, de rentrer dans leur tête. Ben, tu vas essayer de comprendre la nature et de voir justement comment tu peux composer avec pour faire croître un fruit, un légume. Voilà. Donc, hyper intéressant aussi parce que je travaille pas mal avec des agronomes et des chercheurs avec qui on essaye de composer une biodiversité. Tu parlais de jardin dans ta famille en Martinique où ben, tu travaillais un petit peu le jardin. Le jardin créole, c'est un des plus grands exemples de biodiversité, de plantes qui fonctionnent ensemble et qui, en fait, vivent en harmonie. Voilà. Super. Peu de gens le savent. Effectivement, en fait, pour aussi vous donner un peu plus d'éléments sur ça, ce qu'on appelle le jardin créole, c'est en fait effectivement un jardin qui peut être composé à la fois, donc ça peut être des tubercules à manger, ça peut être aussi des plantes médicinales, ça peut être beaucoup de choses. Et surtout, alors je mets encore des guillemets, je sais qu'il y a de tout âge qui écoutent ce podcast, mais dans l'ancien temps, le jardin créole, en fait, on évaluait la grandeur d'une famille, non pas à ses finances, mais à la grandeur de son jardin. C'est-à-dire que si votre jardin était très bien entretenu, pardon, qu'il y avait des choses à manger ou autre, et on se disait, ah oui, ça c'est vraiment quelqu'un qui sait faire des choses, etc. Puisque la terre demande de l'énergie, demande de la patience ou autre. Et par rapport aussi à l'anecdote, pardon, 2009, crise aux Antilles, LKP, etc. Moi j'y étais. Effectivement, les centres commerciaux sont fermés ou autres. Et justement, dans ma famille, en tout cas dans mon quartier, on n'a jamais ressenti la crise dans le sens où il y avait des jardins partout, il y a des arbres fruitiers partout. Et en fait, on n'allait pas du tout dans les supermarchés. Donc effectivement, on voit l'importance du jardin créole et on revient vraiment au basique. C'est un peu comme la santé quand on nous dit que on a beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'on ait un problème de santé. On arrive à recentrer les choses. JC, par exemple, le réalisateur justement de Self Upgrade, disait quelque chose. Il disait que il était une fois au Ghana et puis il parlait avec un agriculteur et que lui il disait à l'agriculteur, mais tu sais, tu peux prendre un tracteur pour optimiser ton temps et ceci et cela, et puis justement avoir cette démarche un peu de scalabilité, si je puis dire, en tout cas de performance. Et le Ghanéen lui a répondu, don't forget the energy. N'oublie pas l'énergie. Et c'est vrai que je pense que l'intention qu'on met dans les choses, c'est invisible, mais ça a son importance. Ok. Et je vais finir sur une chose, c'est que je trouve aussi ce qui est intéressant avec ce que tu fais, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est que il y a un peu ce concept de dire, effectivement, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui en ligne, il y a beaucoup de choses, etc. Comment réussir à se démarquer? Et moi, ce que je trouve que que tu fais, pardon, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en étant vrai, en étant toi, tu crées en fait ta propre niche qui fait que, par exemple, peut-être trouver quelqu'un qui fait du growth, c'est possible. Trouver quelqu'un qui aime justement tout ce qui est développement durable et correspondance, c'est possible. Par contre, trouver quelqu'un qui arrive à faire converger ces deux mondes, il y en a peut-être, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, je trouve que tu crées vraiment un sweet spot qui te permet aussi d'être aligné. Donc, c'est super intéressant. Je te pose une question, Alexia. Sur cette ferme-là, quelle est ton ambition? Est-ce que c'est... Parce que tu me disais que c'était un projet un peu témoin. Est-ce que à terme, tu as un business model pour ce type de ferme? Est-ce que c'est vraiment plus un projet, je mets des guillemets, hobby que tu fais? C'est quoi ta vision pour ce projet-là? Alors, c'est un projet de vie et c'est un projet de cœur, surtout. Non, sur ce projet-là, il n'y aura pas de business model. Moi, je veux juste montrer l'exemple et surtout ouvrir la porte de ma ferme à qui veut.
Si tu as envie de donner un coup de main, tu es le bienvenu. Si il y a des associations, je sais pas, hein, de femmes qui veulent venir apporter aussi leur pierre à l'édifice, c'est avec plaisir. Pour moi, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Qui veut vient, encore une fois. Donc, c'est important de faire des choses qui ne te rapportent pas d'argent. C'est pour moi aujourd'hui, c'est aussi essentiel. C'est bien de gagner, mais il y a un moment où tu peux aussi juste donner sans avoir à penser justement de la rentabilité. Et ça n'irait pas avec la philosophie que je mets dans cette ferme, pas du tout. Et aujourd'hui, je m'y sens bien comme ça et je veux que ça reste un modèle, voilà, sans rentabilité. Projet de cœur encore et toujours. Voilà. Super intéressant. Il y a 8 ans de ça, moi j'étais en Guadeloupe et j'ai un ami donc, qui a fait des études aussi d'agriculture Mmh. à BMAO de mémoire. Et donc du coup j'étais allé le voir, etc. Et tout. Et puis il m'a dit, bah, écoute, viens, je vais te montrer en fait où je fais mon... Alors c'était soit son stage ou son alternance, je sais plus, mais en tout cas il travaillait là-bas. Et en fait c'est une ferme de moringa bio à BMAO. Le moringa, alors je rappelle pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, alors en Asie c'est appelé l'arbre de vie parce qu'en fait c'est l'un euh, des seuls arbres, si je puis dire, où tout est quasi consommable. C'est-à-dire de l'écorce à la feuille, etc. C'est vraiment consommable et surtout c'est ce qu'on considère un super aliment, un peu comme la spiruline, parce que du coup on dit d'un super aliment que c'est un aliment qui contient tous les nutriments dont on a besoin. Et donc du coup pour arriver à mon histoire, on arrive dans cette ferme, donc on est reçu par j'ai oublié son nom, mais il avait des grandes locks et il nous fait visiter. Et en fait, c'est pourquoi je pense ça me fait penser à ce que tu dis. C'est-à-dire que lui, en fait, il nous explique que dans sa ferme, il ne jette rien, que tout a son importance. Donc déjà, il nous montre des abeilles, il y a plein d'abeilles, il nous dit les abeilles, c'est la vie. Je vais vous montrer pourquoi, parce que sans abeilles, il n'y a pas d'écosystème, etc. Après, il soulève un espèce de tas d'herbes, une botte d'herbes. Et en fait, alors je pense que c'est aussi le mot français, c'est un peu des scolopendres, genre des mille pattes, mais des mille pattes qui te piquent ultra fort. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir très très mal. Et ben, il soulève ça, il y en a des, alors pas des milliers, je vais pas exagérer, pas vraiment marseillais, mais il y en avait au moins des centaines. Et je lui dis, mais c'est fou, normalement ça, il faut les tuer, etc. Il m'a dit, non, ils ont aussi leur importance, ils créent justement plein de choses, ils travaillent la terre, etc. Et en fait, on fait tout le tour de la ferme, donc cette ferme de Moringa, jusqu'à son pôle un peu de transformation, où il faisait des jus. Alors ça, c'est sûr qu'il faisait les jus. Je crois qu'il faisait de la poudre aussi de Moringa pour aussi la consommer, et puis aussi presser à froid, des comprimés, etc. et tout. Et c'est ce jour-là, en fait, depuis ça, je prends du moringa, depuis 8 ans, du coup, avec de la spiruline, parce que il nous a fait toute une leçon sur ça, j'étais avec mon cousin. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement, et c'est ça un peu le paradoxe, c'est que des fois, on est dans le digital, on est dans la tech, c'est très virtuel. Et je trouve que c'est un peu essentiel de garder un peu les pieds sur terre, sur la réalité des choses. C'est ça, et garder ce côté humain. Moi, c'est vrai, souvent, on n'est pas des robots, hein, on est des humains. Et par rapport aux abeilles, oui, elles sont essentielles. Moi, ça fait longtemps que je les regarde plus de la même manière. Et pareil, la mangrove. La mangrove, c'est un espace de biodiversité essentiel que malheureusement on détruit et qui cause énormément de problèmes. Et par exemple, en Guadeloupe, tu plus d'oiseaux. Voilà. Et ça, c'est des choses quand même qui, pour moi, devraient voilà, faire prendre conscience aux gens qu'il y a un souci, quoi. Il faut réagir. Je continuerai encore et encore à dire il faut agir surtout. Voilà. Toute action est bonne à prendre dans ce mouvement, justement, pour l'environnement et surtout le protéger, quoi. Voilà. En tout cas, super sur ça. Donc, on revient maintenant un petit peu dans le présent. Comment tu découvres le growth? Alors, j'ai plusieurs années d'entrepreneuriat. Je travaillais pour un projet d'e-commerce dans les bijoux et on voulait justement avoir de la croissance. C'est pas facile.
Donc, ben, j'ai essayé d'aller, chercher des séances, sur des, plateformes, hein, qu'on connaît. C'était compliqué, j'avais l'impression qu'on me racontait un petit peu tout et n'importe quoi et en fait, je j'étais pas dans le contrôle de la croissance. Donc j'ai décidé d'aller me former, tout simplement. Je me suis formée, et puis, ben, là, tout a changé puisque, j'ai réussi justement, à comprendre comment ça fonctionnait, à démystifier justement, hein. Pour moi, c'est un nouveau métier, c'est vraiment une nouvelle discipline au niveau du digital et de la faire, vivre avec, justement, ma philosophie de durabilité et puis, après, ben, tous les projets, se sont plus arrêtés. Voilà. Super. Et est-ce que toi, tu peux me donner ta définition du growth? Et la deuxième question, je te la pose directement. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le growth? Waouh! Alors, en fait, pour moi, la définition du gros, c'est piloter une croissance avec toujours un esprit gagnant. Pourquoi? Parce que on regarde la data, hein. Souvent, je dis data beats opinion. Tu regardes la data, tu sais comment ça va, tu sais où aller. Donc, tu n'es jamais perdu. D'accord? Pourquoi gagnant? Parce que finalement, quand tu testes quelque chose et que tu te rends compte que ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave. Ça veut juste te dire que tu as une réponse qui te dit c'est pas le chemin que tu dois prendre. Donc en fait, tu pars toujours gagnant puisque tu fais du test et de l'itération et au bout d'un moment, tu vas trouver la bonne réponse. Donc en fait, moi, quand je travaille cette croissance-là, je le fais plutôt avec excitation et pas de stress parce que on est à la recherche du meilleur chemin. Donc ça t'enlève ce côté d'échec en fait. Tu es toujours dans la réussite, donc je trouve que quand même c'est quand même assez puissant. Et si tu ajoutes ça avec le côté durable et que tu travailles l'impact, hein, RSE, ESG, hein, pour moi, quand tu travailles la croissance, si derrière tu n'as pas ton impact tracker qui va te dire ben, quel impact a cette stratégie sur tes clients, sur un environnement, ben, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, ce qui me fait vibrer, c'est que on amène des projets en fait, on fait grandir des projets parce que c'est pareil dans le gros, tu commences petit. Donc tu vois la croissance, tu vois? C'est souvent on met souvent une plante, qui, un peu peut imager ce qu'est le gros, mais c'est vraiment ça et en tout cas, si tu le pratiques bien, tu plantes une graine et tu la fais pousser. Voilà. Super. Personal branding. L'importance du personal branding. Pourquoi je pose la question? À l'heure où je vous parle, on parle de plus de 24 000 abonnés et des poussières. J'ai envie que tu me parles déjà parce que tu es une machine à contenu à minima sur LinkedIn. Donc je ne sais pas si tu utilises d'autres réseaux, mais en tout cas moi c'est sur LinkedIn que je te suis principalement. Machine à contenu, des contenus très pertinents, on en avait parlé il y a quelques temps. Pourquoi c'est important le personal branding aujourd'hui? Bah, c'est important parce que, quand tu, veux parler d'un sujet, il faut avoir de la visibilité, il faut qu'on puisse t'identifier. Il faut que, ben, finalement, tu aies une sorte de marque de fabrique, qu'on puisse te reconnaître, hein. C'est comme, dans un funnel, marketing. Au début, tu vas travailler ce qu'on appelle la notoriété, hein, awareness, parce que tu veux rentrer dans la tête de quelqu'un. Si tu n'as pas, une différenciation, si tu racontes pas une histoire, parce que pour moi, personal branding va avec storytelling aussi. Très important de travailler son storytelling en même temps. Je pense que d'ailleurs, ça va ensemble. Et c'est vrai que, voilà, ça te définit, on te reconnaît et puis, je pense que, c'est aussi, ta patte, c'est montrer qui tu es. Donc, c'est aussi pour moi, un voyage vers ta propre croissance intérieure. Ok. Ce serait quoi les ingrédients d'un bon personal branding? Tu as dit storytelling. Alors, déjà, enfin, je pense que le mot, hein, qui arrive tout de suite dans ma tête, s'il y en a un, c'est authenticité. Ensuite, sincérité.
Voilà, je pense que, en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai et tout le monde me dit: «Mais qu'est-ce que c'est authentique ce que tu dis, ça se voit». Et donc il faut avoir une parole qui te ressemble parce que tu ne peux pas faire un bon personal branding si ce n'est pas toi. Et je pense que, les gens veulent trop fabriquer. Moi, j'ai pas besoin de fabriquer, en fait, c'est ma vie. C'est vraiment, les sujets, que je traite aujourd'hui, c'est la climate tech, la green tech. Je travaille, hein, je suis CMO d'une plateforme d'investissement participatif spécialisée, dans la green tech, dédiée à la climate tech. Je parle de formation. Je suis responsable pédagogique pour une école Origami, sur un bootcamp numérique développé avec Google. J'ai monté une agence en grosse marketing durable. Je parle de techniques, de bonnes pratiques et j'ai une ferme durable, je parle d'agriculture. Donc en fait, finalement, je parle de ce qui me définit, de ce que je fais, sans avoir à le fabriquer. Après, oui, je pense que c'est savoir amener l'information comme il le faut. Je pense qu'aussi, il faut savoir être un peu didactique, avoir un côté un peu pédagogique, ben, comme je pense que c'est aussi un peu mon métier, ça doit m'aider. Mais vraiment, c'est sortir de s'inventer, en fait, euh, quelqu'un, s'inventer une personne que tu n'es pas, parce que ça fonctionne pas à long terme. Moi, je pense aussi que dans toutes les stratégies de croissance, il faut penser stratégie pérenne et il faut penser croissance durable à long terme. Moi, je vais chercher le long terme. Le court terme, ça m'intéresse pas. Ok. En termes de, tu vois, tu disais le personal branding apporte de la visibilité au projet, etc. On va dire, il y a plusieurs écoles. Tu as des gens qui font des projets, qui n'en parlent pas du tout, qui ne se mettent pas du tout en avant et qui arrivent potentiellement à faire marcher leur projet. Je dis ça de par mon cercle, voilà, il y a des développeurs, ils ne communiquent pas du tout, mais le projet marche parce qu'il est très focus utilisateur, produit, ils développent avec leurs utilisateurs, etc. D'un autre côté, tu te rends compte que, alors sur LinkedIn, on va parler de LinkedIn parce qu'on connaît tous les deux LinkedIn, effectivement, la marque personnelle d'un dirigeant, même de quelqu'un de l'équipe, hein, peu importe, le fait qu'il y ait une connexion avec cette personne-là, donc avec son audience, cette connexion vient rayonner sur la marque. Ok. Pour toi, c'est quoi les bénéfices pour une marque ou pour une entreprise de laisser la parole? Parce qu'il est là le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que, imaginons, tu as des employés ou peu importe, je parle pas. Alors, il y a des solopreneurs, mais il y a aussi des gens qui ont des boîtes, etc. Mais, imaginons ton collaborateur, il commence à prendre la parole sur LinkedIn. En tant que dirigeant, si tu sais pas vraiment comment ça fonctionne, tu te dis, mais il passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Il est en train de publier. Je comprends pas à quel moment il trouve son temps. Et puis, il répond aux commentaires parce qu'il faut aussi engager. Donc, qu'est-ce que tu dirais en tant que fervente croyante en personal branding? Qu'est-ce que tu dirais à ces dirigeants par rapport au fait de laisser la parole à leurs collaborateurs sur LinkedIn? Alors pour moi, c'est pas du tout un problème à partir du moment où dans ton entreprise, tu as une stratégie de grosse marketing durable. Parce que quand tu mets ça en place dans ton entreprise, en tout cas chez WeTechPart, hein, c'est comme ça qu'on travaille, hein, c'est vraiment instauré chez nous. On est déjà dans une stratégie d'ensemble. On va parler avec les équipes de transparence. On est tous alignés. En fait, on ne peut pas avancer euh, dans une entreprise où tu veux mettre de la durabilité, où tu es très penché RSE, ESG, si en fait tes employés ne sont pas alignés. Donc en fait, au contraire, si ton employé il a envie de parler, mais vas-y, puisque on est aligné. Et il y a aujourd'hui un vrai mouvement de les employés, ils veulent plus travailler pour des entreprises qui n'ont plus de sens, qui font n'importe quoi. Donc au contraire, nous, on a la chance d'avoir une équipe extrêmement soudée où on recrute des personnes déjà qui ont une sensibilité pour notre cause. Parce que sinon, on ne peut pas avancer ensemble à partir du moment où tu mets en place dans ton entreprise du gros marketing durable. Donc, ben, ils ont la parole. Peut-être plus chez nous, ils se diraient comment je vais me lancer parce que ça, c'est pas facile sur LinkedIn. Donc, moi, j'encourage hein, toutes les personnes à apporter
leur expérience, de partager, leur point de vue. Au contraire, je trouve que c'est très enrichissant et si tu es dans une stratégie de durabilité de ton entreprise, ça peut que faire rayonner ton entreprise et montrer, en fait, ton impact, en fait. Nous, on est vraiment on pousse ça très loin, hein. On met des défis, aux employés. Là, cette semaine, c'était la Digital, Cleanup Day. Ouais, c'est ça, la Digital Cleanup Week et donc en fait, on a tous pris du temps pour nettoyer nos ordinateurs. Hem, on est vraiment, dans l'impact, dans l'échange, dans la transparence et on veut faire sens. Voilà. Pour moi, tu es Madame Réseau. Je me dis, au lieu de me dire, est-ce que Alexia connaît cette personne, je me dis, qui ne connaît pas ou qui Alexia ne connaît pas. Parle-moi des opportunités du personal branding. Qu'est-ce que ça a généré pour toi depuis que tu en fais? Alors effectivement, bah, je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de propositions. Après, elles sont très vite filtrées puisque moi, c'est soit tu fais de la durabilité, soit tu en fais pas. Soit tu as envie justement de promouvoir la durabilité, donc on peut, commencer à échanger. Après moi, je suis très, ouverte, j'aime bien découvrir d'autres projets, même si je vais pas y participer. J'adore échanger avec les autres. Moi, je me nourris des autres. Donc mais c'est vrai que oui, ça m'a apporté énormément d'opportunités et je veux dire, toutes les semaines, on me propose de faire des projets. Donc ça a apporté aussi de la crédibilité à ce que je faisais. Parce que je me souviens, hein, il y a quelques années, quand je disais: «Bah, voilà, je fais des études, d'agriculture», on me regardait, on rigolait un peu. Maintenant que, ben, tout le monde le voit, maintenant que ça existe, là, je suis aussi en train de faire un documentaire sur la ferme. Enfin, bah, on te regarde autrement, quoi. C'est dommage d'avoir à passer par ça pour que on apporte de la crédibilité à des projets comme ça. Après, s'il faut passer par ça, moi, j'y vais, hein, il y a pas de souci. Encore une fois, moi, je suis dans l'action et autour de tout ce qui est, environnement, aujourd'hui, et agriculture, personne ne m'arrêtera, quoi. Il faut y aller. Tu es une introvertie ou une extravertie? Il paraît que je suis extravertie. C'est vrai? Il paraît. Ok, J'écoute les autres, moi. Je suis dans l'écoute active. ok. De toute façon, je pense que ça correspond un peu à ce que tu disais juste avant, que tu te nourrissais en tout cas des échanges avec les autres. Encore faut-il une bonne énergie aussi en face, etc. Mais effectivement, c'est le propre des extravertis. Est-ce que tu as essayé de communiquer sur d'autres réseaux? Ou est-ce que tu communiques sur d'autres réseaux? Non, parce que, alors contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, j'étais pas du tout sur les réseaux. Je suis sur LinkedIn parce que en fait, c'est un réseau, pour le travail et c'est vrai que je travaille beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que le réseau il a grossi et que je mène pas mal de projets en même temps. Mais, j'ai jamais été active, sur les autres. Pour le travail, oui, parce que fatalement, hein, ce sont des leviers de croissance aussi, hein, tous les autres, réseaux. Mais, j'ai préféré me concentrer sur, LinkedIn et je trouve qu'aujourd'hui, ça a énormément d'impact, dans tout ce que je fais. Donc, pour l'instant, je reste, voilà, je reste sur ce réseau-là et je regarde les autres, se s'agiter sur les autres. Ok, très gros focus. C'est ça, quelquefois, il faut rester focus, hein. On a quelquefois pas besoin, d'activer, 50 leviers, hein. Moi, je le dis souvent à des clients que j'ai accompagnés. Déjà, concentre-toi sur un réseau, s'il fonctionne bien, si ça t'apporte de la croissance, tu verras après. Faut commencer petit, puis ensuite, on verra. Je pourrais aller sur d'autres réseaux, mais je vois pas l'intérêt, aujourd'hui. Ok. T'as une newsletter en place? Oui, j'ai, lancé, une newsletter qui s'appelle Grosse, marketing durable. Sustainability meets growth. En fait, ça faisait très, très longtemps que tout le monde me disait: «C'est génial ce que tu fais». Moi, je poste, quotidiennement, hein, sur LinkedIn. Donc, je me rendais compte que c'était un sujet qui n'était pas traité. On parle de marketing responsable, on parle de marketing durable, mais le gros, quand même, c'est une discipline, hein, moi, que j'estime qui est différente. On appréhende la croissance, d'une manière plus expérimentale, c'est du test, c'est de l'itération et je voyais personne, en fait, associer, grosse marketing durabilité et c'est vraiment un nouveau métier aussi. Donc je me suis dit: «Ben, écoute, tu vas le partager, tu vas, expliquer comment
tu implémentes dans une entreprise une stratégie de grosse marketing durable qui se complète avec des stratégies grosses et deux, par exemple, outils que je peux donner. En gros, tu vas utiliser la matrice ICE, je pense que tu la connais très bien, impact, confidence, effort. Et quand tu vas travailler dans l'impact, tu vas utiliser un impact tracker qui va être aussi un tableau de données. Et en fait, moi, je fais jouer les deux ensemble. C'est juste magique. Ok, non, non, mais super. Je sens que tu vas lire la prochaine émission. Non, mais c'est un monde de possibilités. Et encore une fois, durabilité peut rimer avec performance. Et ça, faut pas l'oublier. Ok, super. Euh, Tu fais, comme je l'ai dit, beaucoup de choses. Ça fait peut-être 3 fois que je le dis. Euh, c'est par passion. Ouais. Tu me dis que tu considères pas vraiment ça comme du travail. Mm. À quel moment tu te reposes? Alors, je prends quand même du temps pour moi. J'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Moi, j'attends pas de tomber malade pour me dire que la vie, c'est important. Donc, moi, je fais du sport tous les jours. Ok. C'est un peu ma méditation le matin, en fait, avant de partir au travail, ou même quand je suis en télétravail. Voilà, je fais du sport le matin, tous les matins, ça me booste. C'est un peu ma méditation à moi. Tu fais quoi comme sport? Alors là, il faut que je donne mon secret. Ouais. Ok, bah, je vais partager, j'adore partager. Donc, c'est une gym américaine qui s'appelle Kalanetics. Ok. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir. Et bah, j'ai une certaine discipline quand même, et donc je le fais quotidiennement. Ensuite, bah, ça déjà, ça me repose et ça me permet aussi de me dire, je fais quelque chose pour moi avant de lancer des journées qui peuvent être assez denses. Euh, J'essaye aussi de prendre du temps, à peu près, je me donne pareil, des routines de break ou de travail à distance pour aussi prendre un peu de recul. Pareil, j'ai une discipline là-dessus, à peu près tous les 2 mois. Et puis, j'estime que je ne sauve pas des vies. Je ne suis pas médecin. Et il y a des moments où je coupe. En fait, j'appuie sur pause. Et puis, je sais que je pourrais revenir dans 2, 3 jours. Le monde ne se sera pas arrêté. Et ça, je l'ai compris il y a longtemps. Donc, non, non, je prends du temps pour moi, pour me reposer. Voilà, je ne suis pas tout le temps à 100 à l'heure, même si je le suis souvent, si je suis honnête. Ok. De toute façon, je sais que tu es une femme avec beaucoup de maturité sur tout ça. Mais surtout au début, je pense que quand on commence, tu vois, tu me parlais de quand même pas mal d'années d'entrepreneuriat. Au début, on a toujours envie d'aller atteindre ses objectifs. On se dit qu'en fait, il faut mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, pardon. Il faut beaucoup travailler. Et parfois, parfois, je ne sais pas si c'est ton cas, tu me le diras, mais parfois, en fait, on a tendance à s'oublier au début. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup et puis, surtout quand c'est un projet qui nous porte, c'est un peu une extension de nous-mêmes, on a tendance à se laisser happer par le projet jusqu'à, bah, des fois, ça peut aller, il y a ceux qui oublient de manger, il y a ceux qui oublient, ben, comme tu disais, de prendre soin d'eux en dormant déjà convenablement. Il y a ceux qui socialement aussi se coupent des autres, ne voient plus forcément leurs amis, leur famille, leurs conjoints, peu importe, etc. Et c'est un peu une phase qu'on appelle communément le tunnel. Pour discuter avec beaucoup de personnes, c'est vrai que j'ai l'impression que nombreux sont ceux et celles qui passent par le tunnel. Certains n'en reviennent pas indemnes, mais j'ai l'impression que c'est un peu je mets des guillemets, un passage obligatoire dans l'entrepreneuriat. Surtout au début, parce que même si on a des conseils, c'est souvent les anciens parlent, nous disent attention, fais attention et ceci, là. Il faut que tu te confrontes à la chose pour comprendre qu'en fait, il ne disait pas ça pour rien. Et que ça t'est arrivé d'être dans un tunnel. Complètement, pas qu'un, Ah, plusieurs même. ok. Mais oui, l'entrepreneuriat, c'est sûr que tu vas passer par cette phase-là. Ça va te rendre plus fort, je pense. Ça va te donner un petit peu de recul aussi sur le fait que ben, quelquefois, tout fonctionne pas comme tu veux. Mais en fait, c'est de l'expérience, ça te rend plus agile ensuite. Donc, c'est pas un souci. Après, moi, j'estime que pour moi, j'ai réussi, en fait. Donc, la suite, maintenant, c'est du bonus.
Donc, quand tu penses comme ça, il n'y a plus de tunnel. Je l'ai fait disparaître, le tunnel. Donc, là, je suis plutôt reconnaissante de faire des projets top à impact. C'est vraiment une chance et c'est un vrai impact, quoi. C'est pas... Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est pas mal dans le greenwashing, purpose washing. C'est dommage. Mais moi, je sais que ce que je fais, ça a un vrai impact et c'est chiffré. Donc, voilà. Donc, les tunnels, je les ai connus, mais ils n'existent plus. Après, je pense que romancer la vie d'un entrepreneur, faut pas le faire. Faut que les gens qui ont justement l'envie, qui sont animés par ça, ben, faut savoir la vérité, hein, ce qui vous attend. Mais par contre, dès que vous êtes sorti du tunnel, mais c'est une telle satisfaction que, je veux dire, le jeu en vaut la chandelle. Donc, moi, j'encourage hein, toutes les personnes à développer leur projet. Et souvent, hein, moi, je reçois, alors justement, en visibilité, vous recevez beaucoup de demandes sur est-ce que tu peux m'aider sur mon projet? Et moi, c'est avec plaisir hein, que j'ai des coups de fil où je vais coacher des gens 15 minutes, 30 minutes, parce que quelquefois, il te faut, tu vois, ce petit coup de pouce qui fait que tu décolles ou qui fait que tu es décoincé. Et ça, voilà, moi, c'est vrai que c'est un truc que je fais au moins une fois par semaine et ça me fait trop plaisir parce qu'on me dit: «Oh là là, mais tu te rends pas compte ce que tu m'as apporté». Bah oui, c'est tout ça, c'est l'expérience. Là, je t'ai fait gagner peut-être 3 mois. Je suis contente Mhm. en 15 minutes. Ok. Parlons justement de croissance. J'adore. Elle est durable. D'après toi, pour qu'un projet réussisse, qu'est-ce qui est le plus important? Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, Mmh. mais d'un côté, tu peux avoir l'équipe, tu peux avoir le produit que tu crées, tu peux avoir ce fameux produit market fit, est-ce que ce produit rencontre son marché, tu peux avoir ton équipe sales, tu peux avoir le marketing, tu peux avoir la communication. Tu vois, il y a plein de choses dans un projet. Qu'est-ce qui est le plus important pour qu'un projet réussisse? Le plus important, c'est dur ce que tu poses comme question. Moi, je pense qu'il y a quand même une histoire d'énergie. L'énergie que tu vas mettre dans ton projet, il faut qu'elle soit là parce que quand tu lances un produit, moi, je vois souvent, hein, de 0 à 1 million en 3 mois. Je peux plus. Je peux plus lire ces messages de 0 à 3 millions en 2 mois, de 0 à 100 K enfin, bon, ça n'a pas de sens, c'est faux. Voilà. Par contre, ce que je sais, c'est que ça va prendre du temps parce que même si vous avez les meilleures équipes, vous avez le bon produit, il y a toujours des choses, en fait, qui vont pas, qu'il faut refaire. Les stratégies de croissance, oui, ça peut aller vite, mais pas si vite que ça. On n'est pas des magiciens. Moi, j'ai toujours dit aux personnes que j'accompagnais, je ne suis pas magicienne. Ça va prendre du temps. Par contre, on va essayer d'en gagner. Donc, pour moi, c'est tenir la distance. Donc, si tu n'as pas l'énergie, euh, ton projet, il verra pas le jour parce que généralement, tu es quand même, hein, moi, dès que je lance un projet, je me dis c'est 2 3 ans. Donc, faut le tenir, hein, ça. Déjà, pour te dire, OK, ça y est, je pense que ça y est, ça fonctionne. Parce que tu as toute une phase quand tu montes un projet, hein, tu es sur de l'idéation, ensuite tu es sur de l'exploration, ensuite après derrière tu vas faire ton MVP, après tu vas faire ton bêta test et après tu vas faire ton mini plan de développement commercial. Alors déjà rien que faire ça, ça te prend du temps. Et moi je pars du principe que le J1, c'est le jour où je pars en idéation, on commence à brainstormer en disant, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Étude de marché, ensuite exploration de ciblage. Ensuite, bon, bah, ça y est, on est un peu monté en compétence par rapport à notre persona et on se dit, on va pouvoir lancer un truc ou créer un MVP, un Minimum Viable Product, qui serait le plus proche de ce que notre futur client voudrait. OK, ensuite, on le teste quand même, hein. Tu vas demander à des gens de tester ton truc ton produit, ton service, et puis ensuite, bah, il faut le commercialiser. Donc rien que ça devrait montrer à tout le monde que le chemin est long. Donc moi, je pense qu'il y a quand même voilà, une vraie histoire d'énergie. Et tout à l'heure, tu me posais la question, alors est-ce que tu prends du temps pour toi? Il faut prendre du temps pour soi hein, quand on est entrepreneur parce qu'il faut tenir la distance. C'est un marathon C'est ça. ou un ultra-marathon. Ultra, je pense. C'est ça. Ok. On est dans le growth. Dans le growth, en fait, alors,
ma vision sur ça aussi. Euh, donc moi, j'ai été head of dans 2 startups. La vision, c'est que il existe très peu de playbook. Playbook, en fait, c'est un peu des marches à suivre, des bonnes pratiques, etc. Justement, pour moi, ça, c'est le marketing. C'est-à-dire, il y a des bonnes pratiques à suivre, on sait qu'il faut le faire. Après, c'est juste une question de ressources ou pas. Mais on sait qu'il faut le faire. On sait qu'il faut, je sais pas, faire du contenu, communiquer, euh, potentiellement, des fois, ça dépend de l'industrie, faire des événements, rassembler des gens, collecter des emails, faire du nurturing, etc. Le Glow, c'est un peu, comme tu le disais, un peu un pôle R&D. C'est-à-dire que on n'a pas, je dirais, d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens, parce qu'on se doit justement de chercher justement ce petit pic de croissance, mais quand on le trouve, fait exploser la boîte. Ma question, Alexia, il n'y a pas beaucoup de playbook. Tu te dois en tout cas d'être pionnière sur certaines choses, parce qu'il faut. Je lis aussi beaucoup le gloss à l'innovation. On va faire des choses où on va dire, mais attends, tiens, testons ça. Et moi, par expérience, toutes les expérimentations où les gens me disaient, ouais, mais ça c'est chelou, c'est bizarre, et ça qui ont toujours le plus marché. Donc, ma question, comment tu continues de te former pour justement mettre en place des stratégies de growth qui soient pertinentes? Parce que, et je m'arrêterai là, c'est ma dernière phrase avant que tu répondes, c'est que moi, mon seul objectif, alors, ça c'est le côté performeur, hein, je parle. C'est un des côtés du growth. Mais moi, mon côté performant, c'est de me dire comment on va faire un truc que les concurrents ne font pas ou n'ont même pas pensé à faire. Mm. Comment tu te formes? Alors, je pense qu'il y a 3 points là dans ma réponse. Première chose, je regarde ailleurs, entre autres aux États-Unis. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe là-bas, hein. Ils ont quand même toujours un peu un train d'avance, si c'est pas 10 en fait. Voilà, donc si tu rattrapes, c'est bien. Ensuite, j'ai la chance de travailler dans la formation. Donc en fait, je suis toujours obligée de me challenger, que ce soit sur de l'innovation pédagogique, sur de l'ingénierie pédagogique. Donc aller chercher justement quelles sont les dernières tendances. Je fais énormément de veille. Et ensuite, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie dans mes stratégies, c'est je vais regarder d'autres secteurs et je vais m'inspirer des techniques d'autres secteurs. Et en fait, je vais les retraduire dans le mien. Et là, ça te crée une toute nouvelle stratégie, tout d'un coup très innovante. Et en fait, le triptyque, là, te donne une vraie puissance pour rester justement à jour. Et de toute façon, dans le gros, si tu veux continuer à perdurer dans le gros, vaut mieux être curieux et vaut mieux suivre, hein, parce que ça va très, très vite. Parce que les petites astuces, hein, les petits hacks, ça reste des astuces, ça dure pas longtemps. Donc, c'est du court terme. Ça peut t'aider quand même justement à gagner du temps. Mais voilà, donc moi, aujourd'hui, c'est les 3 chemins que je prends pour pouvoir rester à jour et vraiment proposer des techniques innovantes, même sur des nouveaux formats. Il y a toujours des choses qui arrivent sur le marché, des outils, des formats, des nouveaux leviers aussi. Je pense à, par exemple, il y a eu un moment, mais ça marche plus du tout, Clubhouse. Je pense que tu as connu. Mhm. Peut-être que pendant un moment, tu aurais pu faire une petite strat sur Clubhouse et gagner, faire de l'acquisition comme ça. Bon, après, il s'avère que maintenant, ça marche plus. Mais voilà, rester à jour et puis toujours, voilà, pas peur ne pas avoir peur de tester des choses rapidement. Au contraire, quoi. Voilà. Faut quand même être assez réactif, hein. Voilà. Tu as parlé de formation. Mm. Je sais que tu formes des jeunes et des moins jeunes. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de transmettre? Ben, tu m'as posé la question, Alexia, elle rêvait de quoi? Je crois que un des premiers mots qui est arrivé, c'était partage. Moi, le partage, c'est ce qui me fait tenir, hein, chaque jour. Donc, pouvoir me dire que j'ai la possibilité de faire monter en compétences, de t'apporter un boost dans ta vie professionnelle, c'est tellement gratifiant, avoir la possibilité de faire ça. Moi, j'adore. Et c'est bien que tu précises, hein, que c'est des jeunes et des moins jeunes. Je J'ai aussi un programme qui s'appelle Rebond, hein,
qui est pour les 45 ans et plus. Et c'est un programme qui me tient vraiment à cœur parce que, ben, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de discrimination, hein, partout, mais un des premiers critères de discrimination, c'est l'âge. Voilà. Donc dans le travail, il s'avère que, ben, à partir de 45 ans, ça y est, tu mis de côté. Donc voilà, je me dis, bah, par exemple, des programmes comme ça, si je peux donner un petit peu de mes compétences, créer, un programme, efficient avec une équipe, hein, pédagogique, extraordinaire parce que tous les intervenants sont vraiment, au top et ils ont aussi, heu, cette, ils sont aussi animés par la passion de transmettre. Ben, c'est beaucoup de chance. Donc ben, pourquoi ne pas le faire? Et souvent, je vais chercher, hein, des intervenants et il y en a qui ont jamais fait ça et en fait, ils se découvrent justement, cette passion pour animer et pour transmettre. On a vite le virus. Non, c'est important ce que tu dis. Et puis en plus, moi, je trouve que tu es un profil très intéressant dans le sens où tu es stratégique, mais tu es aussi opérationnel. Je te dis ça parce que, en général, moi, je me souviens quand je recrutais des growth hackers, des growth marketers. D'ailleurs, justement, il y avait toujours un peu cette guerre, la différence des termes et ceci, cela. Bon, on disait growth hacking, c'est plus pour les hacks, les devs, etc. Et puis growth marketing, c'était plus sustainable avec la brand. Bon, peu importe. Pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, tu vas avoir, en fait, dans le growth, c'est très difficile. En fait, il faut un peu avoir les deux. Tu peux être très stratégique en disant oui, voici une stratégie qu'on va faire et ceci et cela. Et tu as parlé d'un framework tout à l'heure, le framework ICE, mais c'est bien beau. Mais si tu n'as jamais mis les mains dans le cambouis, comme on dit, en fait, la stratégie peut-être qu'elle est bien sur le papier. Mais pour exécuter, ça peut peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est peut-être juste pas possible ce que tu demandes en fait. Et inversement, si tu es coopérationnel, alors c'est intéressant, mais tu manques quand même un truc parce que le gauche, comme il faut justement avoir cette vision un peu d'innovation et de pionnier, tu peux pas juste regarder à gauche à droite ce qui se passe, il faut quand même que tu aies une réflexion stratégique, de te poser, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision macro sur la stratégie globale. J'aurais aimé qu'on parle de quelque chose. Ma mère, alors, dit une chose. Elle dit de ma génération qu'on est une génération micro-ondes, une génération de réchauffés. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération et de la patience? Alors, moi, je pense que chaque génération apporte, hem, ben, son lot de changement, sa valeur ajoutée et en fait, je m'adapte, c'est vrai que sur des choses, peut-être, quelquefois, je me dis, «Ah tiens, moi, j'aurais pas fait ça comme ça», mais je pense que chaque génération apporte quelque chose de fort. Donc je me concentre, sur, ben, les bons côtés et ce qui aide à avancer quoi, donc je serai pas dans, ils sont pas patients. Je suis plus dans à me concentrer sur, avancer ensemble. Voilà. Super. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'organisé? Je pense que je suis très organisée parce qu'avec, la quantité de choses que je fais, si j'étais pas bien organisée, j'arriverais pas au bout de, j'allais dire ma semaine, même de ma journée. Ok. C'est vrai, je sais que tu travailles beaucoup. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Sur le terrain. Euh, Parlons justement de quelque chose. Comment tu gères, ou en tout cas, c'est quoi peut-être tes méthodes de travail avec tes différents clients? Est-ce que, déjà, quel outil tu utilises, toi, pour gérer justement tes différents projets? Est-ce que tu es très, je mets les rendez-vous dans l'agenda, je les suis, je fais du time boxing? Est-ce que j'ai un Kanban sur Notion, Trello, Asana, peu importe, et je gère comme ça? C'est quoi tes méthodes de travail pour justement, comme tu dis, gagner cette journée? Alors, un agenda bien suivi avec des couleurs. J'ai besoin de visualiser. J'ai besoin de visualiser. Ensuite, j'utilise, pas mal Notion Ok, parce que en fait, sur plein de projets, il y a plein de notions donc bah, c'est devenu presque, l'outil, obligatoire
puisque en fait, on partage aussi des projets via Notion. Donc, j'ai un petit peu tout consolidé là-dessus. Ensuite, j'essaye de pas me perdre dans les outils, en fait. Parce que plus tu as d'outils, plus finalement, tu pas efficace. Moi, je travaille, j'ai toujours pris beaucoup de notes. Quand, avant, on était moins téléphone, j'avais toujours un petit carnet. Bon, j'ai laissé le carnet, hein, mais je travaille beaucoup autour de mes notes, en fait, sur mon téléphone, d'accord? Avec des matrices de priorité. Donc, urgent, pas urgent, important, pas important, urgent, important. Voilà. Et ça me permet de vite faire le filtre. Et on va dire que j'ai 2 to-do list. Vraiment la to-do list priorité, que je regarde en priorité. Et l'autre to-do list, on va dire, qui serait, il y a quand même écrit urgent dessus, mais je sais que c'est finalement moins urgent que celle où il y a écrit priorité. Voilà, je pense que pour bien t'organiser, il faut connaître tes priorités. Savoir très, très vite filtrer, en fait. Voilà. Donc, voilà, un agenda consolidé sur tous les projets que je fais avec des couleurs, Notion, et puis 2 to-do list. Et là, déjà, j'arrive à vraiment bien avancer sur tous les projets. Après, j'ai pas mal d'adresses email quand même pour segmenter. Je segmente beaucoup. Voilà, pour pas tout mélanger. Comme ça, quand j'arrive sur un projet, j'ai tout du même côté. Ah oui, et peut-être autre chose que je pourrais dire, c'est sur Chrome, tu peux avoir en fait changé d'espace par rapport à ton adresse mail. Et en fait, j'ai juste à changer d'espace et là, j'arrive comme dans un autre bureau virtuel. Et ça, c'est super. Ça, comme ça, tu te mélanges pas. Donc voilà, et ça fonctionne. Je pense que tu seras d'accord avec moi, la croissance est loin d'être linéaire. Tu sais, il y a la fameuse formule Y égale à X plus B. Je pense qu'on en est loin dans la vie de tous les jours et dans les projets. Euh, Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, parce que tu m'as l'air doté d'une très grande résilience, d'une ténacité à toute épreuve, j'ai envie de dire, je mets toute épreuve entre guillemets, mais la vie est faite de haut et de bas. Est-ce qu'il y a des moments où Alexia, peut-être celle du passé, ou on ne sait pas, peut-être celle du futur, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, ouais là c'est chaud, là je sais pas si je vais y arriver, là ça m'a l'air un petit peu difficile et je sais pas si je vais continuer. Depuis que je fais du gros, non. Ok. Franchement, depuis que je fais du gros, pour moi, tout est possible. Franchement, quelquefois, on parle d'un projet avec des amis et le soir, on a déjà monté la landing page, on a la proposition de valeur, on a acheté le nom de domaine. Donc non. Franchement, enfin, moi vraiment, je disais, hein, pour moi, c'est des stratégies gagnantes. J'ai plus du tout un mindset comme ça. C'est vrai que moi, je suis très optimiste, très positive. En fait, peut-être trop, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on met une landing page en ligne, on va faire fortune. Ça s'est avéré être le cas. Fortune, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, les projets avancent et j'ai beaucoup de chance, hein. Moi, je suis très reconnaissante de ce qui m'arrive depuis quelques années et c'est peut-être pour ça aussi que je veux redonner. Donc, voilà. Ça me permet d'aller sur un sujet, celui du networking, celui de développer son réseau. Comment tu développes ton réseau? Alors, pour le coup, ça va paraître bizarre, mais de manière très organique. Et c'est très qualitatif. On est quand même dans un monde d'automatisation où tu as énormément d'outils pour aller chercher des connexions. Mais à partir du moment où tu crées du contenu, puis tous les jours, donc quand même, tu multiplies la possibilité de faire des connexions. Ensuite, quand tu travailles dans des secteurs, différents secteurs, en fait, ça multiplie encore une fois euh, la possibilité pour toi de faire ton networking. Ça crée même des synergies. Donc,
Maintenant, aujourd'hui, ça se fait assez naturellement. Après, je vais pas le cacher, hein, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui communiquait beaucoup. J'aime parler aux gens, j'aime les écouter, j'aime découvrir. Donc, peut-être qu'aussi j'avais une fibre là-dessus, hein. Mais c'est vrai que entre les salons que je peux faire, moi, je fais pas mal aussi d'événements virtuels. Je fais partie de beaucoup de communautés, hein, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de communautés. Donc, ben, entre le networking, c'est un mélange de, oui, de communauté, de contenu que je peux publier où ben, derrière des personnes vont me contacter, d'événements auxquels je peux assister, que ce soit physique ou virtuel. Et puis aussi toutes les activités que je peux faire, hein. Dans la formation, je rencontre énormément d'apprenants et c'est des personnes qui me font grandir. Donc ça aussi, c'est une manière de networker. Voilà, c'est un peu un mélange de tout, mais par contre, vraiment, moi, en tout cas, moi, mon audience, elle grandit vraiment de manière organique et quand on a la chance d'avoir ça, c'est top, hein. Vraiment, la qualité, pareil, dans les stratégies de croissance en marketing durable, en grosse marketing durable, tu vas aller chercher un trafic plus qualifié. Tu, tu, tu fuis la masse. Tu fuis la masse et ça change tout. Donc, et après, moi, comme je parle de beaucoup de sujets, finalement, c'est génial parce que mon audience, elle est diversifiée. Et moi, la diversité, c'est quelque chose qui me porte. Donc, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a des gens qui, qui, qui vont se retrouver dans l'agriculture, d'autres qui vont se retrouver sur le côté technologie green tech, d'autres qui vont se retrouver sur le côté environnement climate tech, d'autres qui vont se retrouver sur la montée en compétences, la reconversion professionnelle, d'autres personnes qui vont se retrouver sur le gros et se dire ah ok en fait aujourd'hui en plus on peut faire ça de manière quand même plus responsable et ah je me rendais pas compte en fait c'est de la data, il y a de la data dans l'impact, il y a de la data dans le gros, en fait c'est une grande famille, venez suivez-moi. Donc voilà, c'est moi je le vois hein, dans les gens qui peuvent interagir avec moi, il y a des personnes de tout type quoi et c'est génial. C'est vrai, et je vais confirmer, c'est vrai que quand on s'est connu, en tout cas sur les réseaux, c'est vrai que ça m'a surpris que d'entrée, on ait eu cette discussion, qu'on ait commencé à parler, qu'on ait commencé à échanger, et je te sentais aussi virtuellement très sincère, Mmh. justement sur les questions, etc. C'est vrai que ça change de toutes les demandes qu'on reçoit tout le temps, et puis tu fais le malheur d'accepter, tu as le message automatisé qui arrive direct, et tu sais qu'il est automatisé quand tu es dans le domaine, t'as pas répondu, t'as ta relance, etc. Tu vois, c'est fatigant, et tu sais, c'est... Bon alors, nous, du coup, on sait comment casser les séquences, donc moi j'envoie juste un point, je sais que la séquence, elle va s'arrêter, tu vois, Mmh. mais effectivement, ça a changé, donc c'est vrai que c'est très qualitatif, et par contre, tu as dit un truc qui m'a interpellé. Pour travailler, est-ce que tu es plus team remote ou team présentiel? Les deux. Ouais. Ouais, moi je suis team hybride dans tout. J'aime pas la routine de toute façon, ça casse ma créativité. Donc team hybride. Je fais un peu de tout, un peu de remote, de temps en temps, ça me repose un peu. Après, moi, j'ai besoin d'humain, hein, j'ai besoin d'aller vers les gens, j'ai besoin d'échanger avec eux. Voilà, je suis assez proche. Donc il faut que je vois, hein, des gens. Et puis quelquefois, en fait, c'est aussi une force créatrice d'être ensemble. Donc voilà, team hybride. Team hybride. Ok. Euh, donc c'est vrai, effectivement, comme on l'a dit, hein, tu publies beaucoup, etc., etc. Mais il y a souvent une chose, ce qui est intéressant dans ce monde, c'est que on ne voit que ce qu'on veut voir et on ne montre que ce qu'on veut montrer. Il y a toujours une part du coup qu'on ne voit pas. C'est quoi l'importance de l'entourage pour toi? Bah, l'entourage, c'est essentiel, hein. Dernièrement, on me disait: «Tu es, la moyenne des 5 personnes, qui sont autour de toi». Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, les cinq personnes que tu fréquentes le plus, autour de toi. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» parce que je fréquente pas mal de numéro 10. D'accord. Donc tu dis: «Si, c'est vrai, super». L'entourage, c'est essentiel, hein, pour le soutien, hein, quand même. Le soutien, l'inspiration aussi. Moi, je m'inspire beaucoup des autres. J'adore, aller voir des gens, enfin, pour en tout cas aller proposer de nouvelles choses, si tu restes enfermé, je pense que ça fonctionne pas.
Donc, puis il y a quand même des moments difficiles, hein, donc, pouvoir te dire que, il y a des personnes qui sont autour de toi, qui te motivent, c'est pareil, peut-être que si j'avais pas eu de retour, par rapport au contenu que je peux, partager, peut-être que j'aurais arrêté. Ça aussi, dans un sens, le fait qu'on dise: «Écoute, c'est super», c'est vrai que moi, je reçois, des messages, mais tellement touchants où, ben, grâce à toi, je me lance, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, moi aussi, je pouvais, donner, ma vision des choses. Mais oui, vas-y, enfin, je t'encourage et finalement alors oui, il y a plein de gens qui publient, hein, sur, LinkedIn, mais pas tant que ça, hein. Enfin, si tu regardes les stats, en fait, on se rend compte que des créateurs, il y en a pas tant que ça et tu peux vite. Tu peux avoir ta place. Voilà. Tout le monde a encore sa place aujourd'hui, hein, sur, en tout cas ce réseau-là. Où il y a d'autres réseaux qui, je pense, sont déjà bien, bien, complets, hein, comme Instagram, où moi, ça me ferait presque peur d'ouvrir un compte aujourd'hui Instagram. Mais, essentiel, hein, d'avoir un entourage, sain, positif. Moi, c'est vrai que je fuis, les, personnes négatives, c'est vrai que j'ai appris à trier aussi, hein. Heu, c'est drôle parce que j'en ai parlé aujourd'hui dans un post. Alors je sais pas si la question elle est mais voilà, j'ai appris à trier et voilà, on est sur des choses, enfin, on est sur des personnes, que je remercie, hein. Tout le temps, je pense que enfin, savoir, être reconnaissant, c'est important, dire merci, c'est important, remercier, c'est important. Enfin, voilà, il faut s'occuper aussi de son entourage, parce qu'il est essentiel, à la viabilité de pas de ton activité, parce que c'est ça, mais pour tenir la distance. Voilà, on parlait de marathon. Pour tenir la distance, c'est très important d'avoir un entourage sain et pas toxique. Donc, quelquefois faire des choix aussi. En termes de stratégie de contenu, est-ce que, parce que tu publies tous les jours, une seule fois par jour sur LinkedIn? Oui, c'est très rare, que, je publie 2 fois. En plus, je me demandais si un post n'allait pas cannabiliser l'autre, Cannibalisé. cannibaliser l'autre, voilà. Enfin, moi, je poste tous les matins, très tôt, puisque l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça a été toujours toute ma vie. Donc, voilà, on commence la journée, hop. Voilà, après, peut-être que si tu repostes en début d'après-midi, pourquoi pas, mais je pense que un par jour, c'est très bien. Et du coup, en termes de stratégie, puisque ma question c'était celle-ci, c'est est-ce que tu es plus justement le matin, j'ai un créneau, je fais mon post, ou tu es plus team, j'ai un peu comme un backlog ou une réserve de postes que j'écris un petit peu à l'avance et que du coup, ensuite, je vais piocher dedans. Et un jour, j'ai un manque d'inspiration ou pas du tout. Alors, non, il y a quand même une notion de calendrier éditorial, hein. Il y a quand même un chemin, en fait, je sais ce qui va un peu rythmer mon mois et donc je réfléchis, hein, ça se fait pas comme ça, tous les jours. Ouais, sans calendrier éditorial, je pourrais pas. Donc je me crée, mon propre calendrier. C'est vraiment quelque chose que je fais toute seule, hein. Moi, mes photos, je les fais toute seule, le contenu, je le fais toute seule et j'ai plaisir à le faire parce que vraiment, c'est moi, c'est ma vie. Et c'est quelque chose que je voudrais jamais déléguer. Après, j'accompagne des gens là-dessus, mais c'est vraiment un truc pour moi, que je délèguerai jamais. Et donc je me dis: «Voilà, ce mois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Comment va s'articuler, en fait, mon mois entre justement, tous ces sujets-là?» Et ensuite, dans ma semaine, j'ai des thèmes. Donc je sais que, par exemple, le lundi, je vais plutôt être sur la climate tech, le mardi aussi, le mercredi peut-être plutôt sur l'agriculture, le jeudi plutôt sur le gros marketing durable. Après moi, je trouve que on parle de croissance, mais il y a aussi la croissance de soi. Donc je fais aussi des posts un petit peu, sur le dev perso, un petit peu inspirationnel pour, motiver en fait, hein, les gens à se rendre compte que la vie c'est précieux, que on est peut-être justement dans un truc de surconsommation. Allez, il faut en mettre plein, il faut faire plein de contenu et cetera, mais quelquefois, on ralentit. Et puis, j'ai aussi les samedis de l'impact où, ben, là, je vais parler, justement, d'un truc à impact. Donc déjà, j'ai cette grille, hein, et ensuite après, c'est vraiment, ouais, par rapport, aux événements que je vais faire. Si je vais aller dans un salon, quelle technique j'ai envie de mettre en avant, en durabilité, ce que je vois, en fait, autour de moi, que je trouve que ça a de la valeur.
l'histoire de la ferme qui continuera toujours, hein. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je fais et puis j'essaye de produire quand même à la semaine. Donc en fait, comme si je vais organiser, sur une semaine, ça m'est jamais arrivé d'avoir, 1 mois d'avance de contenu, mais quand même, 1 semaine. Peut-être, une fois, ça a dû m'arriver d'avoir 2 semaines d'avance. C'est-à-dire que j'ai le thème, je sais chaque jour, le sujet, et après il faut des photos, des vidéos. Voilà, mais je suis bien organisée à la semaine, quoi. Et après, je me bloque un temps, une fois par semaine, pour travailler le calendrier éditorial. Voilà. La puissance du copywriting, des mots. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, quelquefois, on te dit quelque chose, ça peut te bouleverser. Donc, pour moi, c'est le copywriting, il faut le maîtriser. Ça se teste aussi, hein. Voilà, hein, il y a des mots qui se testent, des accroches. Ça s'apprend, comme tout, ça se travaille, le copywriting. Euh, il faut se lancer. Pour moi, il faut juste se lancer. Dès que tu t'es lancé, après, je pense que presque tu prends du plaisir à te dire, ah, mais en fait, ça a eu beaucoup plus d'impact. C'est vrai que moi, maintenant, je suis devenue un peu une machine à accroche, à punchline, à phrases qui te font vibrer, quoi. En fait, je me dis, est-ce que ça résonne en toi, Alexia? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Oui. Et ça me donne la confiance de l'utiliser. Après, encore une fois, moi, je cherche juste à partager. Enfin, je sais que j'ai eu des clients que j'ai accompagnés qui me disaient, ouais, mais t'as vu, j'ai que 1500 vues, 2000 vues. Je fais, bah, c'est déjà génial. Moi, c'est comme je mise sur la régularité, euh, ça fonctionne. Voilà. Quand tu es régulier, il y a pas de souci. Mais le copywriting, c'est essentiel. On l'oublie, surtout maintenant avec l'IA. Tu te rends compte que, il y a des personnes qui ont cru qu'il fallait, mettre deux trois phrases et puis que ça allait te donner, un copywriting incroyable. Non, il faut quand même un peu mieux contextualiser. Il faut retravailler, en fait, tes textes et surtout, encore une fois, tester, en fait. Voilà, tu fais une page, tu la fais lire à des gens, tu regardes s'il y a de l'engagement, s'il y en a pas, c'est que c'est pas bon, quoi. Donc travailler son copywriting, ne pas avoir peur. Je crois qu'en plus avec l'IA, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Voilà. Ok, ouais, c'est vrai. Puis ça revient à ce que tu disais sur l'authenticité. Effectivement, je pense que c'est ce qui permet de stand out, en tout cas de se démarquer des autres, tout en étant, comme tu disais, soi-même pour que les gens s'accrochent à ça. Et puis je pense aussi, il y a aussi quelque chose, peut-être que c'est implicite, mais je pense que le fait aussi que tu connaisses ton audience, ça fait que tu sais aussi ce qui résonne en toi, mais ce qui aussi va résonner avec l'audience. Qui a implicitement, tu te dis, ah ouais, en fait, parce que c'est ce qui est marrant avec le contenu, pour moi, le personal branding, c'est que quand tu es entier, tu n'attires que des gens qui sont comme toi et tu repousses les gens qui sont à l'opposé d'un peu tes valeurs, etc. Moi aussi, comme toi, sur Insta, je partage toujours des trucs de sport. Je cours dans le froid, douche froide, machin. Il y a des gens qui me disent, mais jamais de la vie je fais ça. Mais il y a des gens qui me disent, waouh, trop bien, vas-y, je vais tester. Et après, je reçois des DM, ouais, j'ai fait une douche froide, ok, c'est l'upgrade, etc., etc. Donc, en fait, je pense que plus tu es authentique, et plus justement, les gens, ils sont aussi engagés, puisque tu associes ces gens-là. Et puis, un deuxième point aussi que tu as évoqué, je ne sais plus c'est quel auteur qui disait ça, c'est un auteur de marketing, mais qui disait en fait, si vous postez du contenu sur une année, donc pendant 365 jours, vous n'aurez plus jamais de problème d'acquisition. Donc ça aussi c'est un thème et je pense que ça rejoint ce que tu disais. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'expérience dans ce que tu fais. Imaginons que tu aies à recommencer de zéro. Qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi ton plan pour arriver là où tu es aujourd'hui ou peut-être même aller plus loin? Alors, première chose, c'est vraiment être sur un bon ciblage et aller faire des interviews par rapport à ta cible. Ça, sans ça, déjà, faut même pas se lancer dans aucune stratégie. Ça ne fonctionnera pas, d'accord? Parce que on part pas à l'intuition tout le temps. Faut savoir à qui tu vas parler. En fait, déjà, cette phase-là, c'est comme si tu passais un diplôme. Voilà. Tu vas avoir le diplôme de ton persona. Donc, tu vas savoir ce qu'il veut,
comment il pense, ce qu'il regarde, où est-ce qu'il faut lui montrer une publicité. Tu vas récupérer des verbatims et tu vois, souvent, il y a des personnes qui ont envie de lancer un projet, mais qui sont pas spécialistes du secteur. C'est pas grave, va voir les personnes à qui tu veux vendre un produit, ton produit. Alors ça, déjà, moi, je commencerai par ça. Ensuite, tout de suite, j'irai sur le volet de la durabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour traquer mon impact et quel impact je vais avoir par rapport à justement ce produit, ce service sur l'environnement, la société, etc. Bon, deuxième étape. Troisième étape, je penserais une stratégie de croissance très qualitative où c'est vraiment, on se lance levier après levier. On en fait un déjà. Quelquefois, tu te disais, bon, allez, on en fait deux, trois. Non, 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 on n'en fait qu'un. On performe dans celui-là. Et puis ensuite, tout est possible. Voilà. Je pense que déjà, ces trois étapes, euh, ça peut ouais, te donner un vrai coup de boost, te faire perdre moins de temps, parce que tu vas être plus focus puisque tu es sur un levier. Tu es avec les enjeux, hein. Moi, aujourd'hui, je trouve dommage que avoir une stratégie responsable, ça devienne une différenciation. En fait, moi, le gros marketing durable, c'est pas une différenciation, c'est la norme. Et apparemment, on ne connaît pas trop et on ne sait pas comment l'implanter dans son entreprise. J'ai la chance de, moi, le mettre en place et de travailler ça depuis plusieurs années. Donc, je le partage. Voilà. Et puis ensuite, le ciblage, je ne sais pas pourquoi, 80% des personnes qui se lancent ne le font pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça te semble être une évidence. Comment te lancer dans une stratégie où tu veux vendre un produit ou un service à quelqu'un que tu ne connais pas? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et surtout, il faut pousser cette exploration le plus loin possible avec des questionnaires. Mais moi, je trouve que le plus qualitatif, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est l'interview. Interviewer quelqu'un face to face, face à face. Tu échanges avec la personne, tu lui donnes pas les réponses. Voilà, c'est un échange simple où tu essayes de pas la biaiser fatalement parce que sinon tu vas rendre ton interview pas du tout qualitative. Mais ça, tu repars, t'as ton business dans la tête. Et tu peux dire merci à ton futur client. Non, c'est vrai, ce que tu évoques, c'est un peu... bon, de toute façon, il y a plein de termes, c'est beaucoup dans le produit, on va dire la product discovery, ça y a vraiment se poser, parce qu'en fait, les gens veulent aller très vite et puis se disent, comme je dis souvent, c'est très prétentieux de penser savoir ce que quelqu'un que tu ne connais pas veut et a dans la tête. Mm. Tu vois, donc effectivement, ben, va parler. Et là, je vois cette erreur-là beaucoup chez mes potes devs qui se disent, ah ben ouais, je construis ça, je suis sûr qu'il y aura un besoin, et puis après, il n'y a rien, ça se vend pas, etc., etc., quoi. Donc, oui, oui, la partie, je pense, produit, vraiment, comme tu dis, recherche, discovery, UX, etc., elle est ultra pertinente parce qu'en fait, on peut aller très vite, mais on peut aller très vite dans la mauvaise direction. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a un métier que j'aurais bien voulu faire qui est product owner, que je crois que tu connais bien. Je pense qu'il irait très, très bien avec ma personnalité. Qu'est-ce qui Avec fait tout que ce t'as qui est pas... Vas-y. Scrum, stratégie agile. Enfin, moi, j'adore, je regarde ça de loin, mais je me suis promise de pas y aller. J'ai dit non, PO, je laisse pour les autres. Pourquoi? Mais non, mais parce que je fais déjà tellement de choses et je suis déjà vraiment complète. J'adore, mais j'adore, c'est passionnant comme métier, quoi. Enfin, voilà, aujourd'hui, en tout cas, si tu m'avais posé une autre question, est-ce qu'il y aurait un autre métier que ça va faire? Product owner, j'adore. Voilà. Une goutte de PO ne fait jamais de mal. Une goutte, ouais. Alors, ok, on va en reparler. Ok. Attention, faut pas me mettre des trucs comme ça dans la tête parce que la semaine d'après, je te dis, ça y est, j'ai fait un module sur PO, je trouve ça génial et tout. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai lancé ma newsletter. Il y a une personne qui me suit qui m'a dit, alors à quand ta newsletter, Alexia? Je lui ai dit, défi relevé, il n'y a pas de souci. Un mois après, c'était fait. Ok, Voilà. ouais, franchement, c'est Et là, c'est en ligne. parfait, parfait. Vu que tu es curieuse, alors bon, tu m'as déjà répondu, tu m'as un peu devancé sur cette question. Je savais pas. Non, mais tu as été très fort sur ce coup.
Parce que ma prochaine question, c'était si je pouvais te donner le pouvoir d'apprendre une compétence en instantané, quelle serait-elle? Ah bah, c'est ça, mais vraiment, hein. Enfin, je trouve que c'est un métier puissant aussi. Enfin, qui résonne aussi en moi, hein. Enfin, top. Ok. Non, super. Écoute, j'ai envie de te donner ça. Ok. Je te laisse l'ouvrir et regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, surprise. Ok. Ok. J'ai gagné la, le- la possibilité de porter ça. On va faire du sport. Attends. Je- ça- J'écoute. Non. Est-ce que tu acceptes ce t-shirt déjà? Oui, bien sûr, avec plaisir, c'est adorable. Ok. Donc du coup, en acceptant ce t-shirt, tu viens d'accepter le défi de l'upgrade. Aïe. Ah mince. Ça, c'est parce que moi, je me lance. Mais c'est ce que j'ai vu. D'accord. C'est quoi? Donc ton défi, il est assez simple. J'ai vu ce que tu fais, je te suis beaucoup, j'ai analysé. J'aimerais bien que sur le business de ton choix, alors ça peut être un de tes business, ça peut être un de tes clients, peu importe, tu choisis le business. Mais j'aimerais bien que tu réussisses à monter une stratégie growth uniquement offline. Tu n'as pas du tout droit au digital sur ce défi. D'accord. Et que du coup tu montes cette stratégie et que, parce que du coup je pense que ça peut prendre du temps, mais que tu réalises un peu un MVP de cette stratégie. Ok. Ok. Pour réaliser ce défi, tu auras 30 jours. D'accord. Ok. Et bien sûr, tu auras accès aux ressources de l'upgrade. Ok. D'accord. C'est génial, ton défi. En fait, ça devient de plus en plus intéressant. Ok. Est-ce que tu l'acceptes? Bien sûr, Ok. j'adore. Serrons-nous la main solennellement pour sceller ce défi. Alors du coup, ce défi, si tu le réussis, engendrera une récompense. Dans le cas contraire, une conséquence. Ok. Tu ne sauras pas par contre ces éléments aujourd'hui. J'adore. Donc du coup, continuons et finissons cette interview. Mais quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui demain voudrait se lancer potentiellement dans le digital ou bien même peut-être dans tout ce qui est économie durable, développement durable, etc. Ce serait quoi ton conseil? Alors, mon conseil, c'est de travailler la data. La data, tout ce qui est tracking. Parce que c'est ça, hein, qui drive ce monde, hein. Mhm. Donc, si tu comprends pas ça, tu passes à côté. Ok. Donc, voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent à côté et qui n'ont pas compris que c'est ça qu'il faut mettre en place. Ok, Voilà. super. Franchement, écoute, Alexia, ce fut un super moment, super épisode. Est-ce que, déjà non, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent échanger avec toi? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. LinkedIn, avec plaisir. Enfin, moi, je réponds à tout le monde. Il n'y a aucun message qui est resté sans réponse. Donc, avec plaisir. Principalement là, quoi. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs? Partage. Partager. Partager sans compter. Vous verrez, ça vous reviendra au centuple dans votre vie et ça vous apportera, je pense, beaucoup d'opportunités. En tout cas, c'est mon chemin aujourd'hui et je dis merci. Voilà. Super. Bah, écoute, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup Alexia d'être passé sur Self Upgrade. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je t'ai reçu. Hâte de voir tout ce que tu vas faire avec tes différents business et hâte de voir aussi comment tu vas t'y prendre pour réaliser ce défi. Ça marche. Tu vas pas t'ennuyer à me suivre. Pas de souci. Bon, bah, écoute, on se revoit très vite et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour l'invitation. Je me suis régalée. C'était top. Super. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao.